Donc, on est en direct. Oui, on y est. Alors, bonjour à toutes et à tous, à toutes surtout. Alors, du coup, on est en direct pour ce premier webinaire Compare endométriose. Et l'idée est que l'on puisse faire un point, en fait, un point d'étape sur les recherches sur l'endométriose au sein de Compare, qui est la communauté de patients pour la recherche. Et pour celles qui participent déjà à Compare endométriose, de pouvoir savoir où est-ce qu'on en est. Et puis pour les personnes qui voudraient rejoindre Compare endométriose ou Compare, de savoir ce qu'est la plateforme et ce que c'est que la communauté de patients pour la recherche. Et du coup, je passe la parole à Marina Kvaskov, qui est la présidente du conseil scientifique de Compare Endométriose. Bon, je t'ai déjà un peu présenté, mais est-ce que tu peux te présenter pour toutes les personnes qui nous regardent en ce moment en direct sur Facebook, Marina? Oui, avec plaisir. Donc, bonjour. Moi, je suis Marina Kvaskov, épidémiologiste et chercheuse INSERM, et je travaille sur l'endométriose et la santé des femmes, et je suis donc responsable scientifique et présidente du conseil scientifique de la cohorte Compare endométriose. D'accord. Et si on te demande qu'est-ce que c'est que Compare endométriose en quelques mots, en fait, en quoi est-ce que ça consiste pour les patientes et puis pour les chercheuses? Alors, Compare, comme tu l'as dit, c'est la communauté de patients pour la recherche. Donc, c'est une plateforme collaborative de recherche sur les maladies chroniques. Donc, c'est 38 000 patients atteints de maladies chroniques, quelles qu'elles soient. Et Compare endométriose, c'est une cohorte spécifique du projet Compare qui porte sur l'endométriose et l'adénomiose. Et aujourd'hui, la cohorte compte 10 000 femmes atteintes de l'une ou l'autre ou des deux pathologies. Et cette cohorte, c'est un projet sur le long terme. C'est une cohorte prospective qui vise à suivre des patientes atteintes de ces maladies pendant plusieurs années pour pouvoir étudier, faire une grande étude épidémiologique qui va nous permettre d'améliorer les connaissances sur ces pathologies. D'accord. Et donc, du coup, pour quelqu'un qui ne saurait pas du tout ce que c'est qu'une cohorte, tu décrirais ça comment, en fait, le mot cohorte? Alors, ouais, donc une cohorte, c'est un groupe. Ce qu'on appelle une cohorte prospective, c'est donc un groupe de personnes qui participent à une recherche et qu'on va suivre dans le temps. Et donc là, en l'occurrence, dans cette cohorte prospective, Compare endométriose, les femmes vont répondre à des questionnaires en ligne tous les mois à peu près pour renseigner des informations sur leur maladie. Et on va les suivre dans le temps et toutes ces données, on va pouvoir les analyser au niveau statistique, faire des modélisations statistiques informatiques, et ça va nous permettre d'en retirer des résultats qui seront ensuite diffusés à la communauté. D'accord. Et si tu devais décrire un peu les objectifs scientifiques du coup de Compare endométriose, quel type d'informations ou d'objectifs d'amélioration des connaissances sur l'endométriose vous avez en fait au sein de Compare? Donc l'objectif principal, on va dire, pour ces deux pathologies, c'est vraiment de mieux comprendre ces maladies. Et pour l'instant, on a décrit certains objectifs qui sont susceptibles d'évoluer au cours du temps. Donc l'une des premières questions à laquelle on voudrait répondre, c'est d'abord de décrire les circonstances du diagnostic de la maladie ou des maladies et les profils de parcours de soins des patientes. D'étudier l'impact de la maladie sur le quotidien des patientes, mais aussi d'étudier son histoire naturelle, donc c'est-à-dire l'évolution des symptômes et des caractéristiques de la maladie au cours du temps, pour pouvoir essayer de mieux comprendre comment elle évolue. Donc par exemple, on se demande quels sont les facteurs qui sont associés à une évolution favorable ou défavorable de la maladie. Donc ça, c'est vraiment une question clé dans laquelle on n'a pas pour laquelle on n'a pas de réponse dans la littérature. On voudrait savoir aussi quels sont les facteurs qui mènent à une meilleure réponse au traitement. On voudrait étudier l'hétérogénéité de la maladie en analysant les caractéristiques qui sont associées à ces différentes formes et aussi pouvoir identifier ces différentes formes et donc mieux comprendre ces maladies. Et aussi pouvoir répondre à la question pourquoi certaines femmes ont des symptômes douloureux, d'autres pas, pourquoi certaines ont des symptômes qui subsistent après l'hystérectomie, la ménopause et d'autres non.
Donc voilà, et comme je le disais, ces objectifs, ce sont ceux qu'on a pour l'instant et ils sont susceptibles d'évoluer au cours du temps. D'accord. Et du coup, comment est-ce que les patientes qui s'inscrivent peuvent contribuer en fait à Compare Endométriose, en fait, à ces objectifs que tu décris? En fait, quelle est leur contribution ou qu'est-ce qui se passe en s'inscrivant à Compare et en y participant? Alors, quand les femmes s'inscrivent à Compare, donc elles font partie de cette communauté et elles s'inscrivent en ligne, donc ça, les patients pourront en parler aussi. Et donc, elles répondent à des questionnaires. Donc, il y a toute une partie sur des questionnaires généraux pour toutes les maladies chroniques et puis une partie sur des questionnaires spécifiques. Et donc, les patientes vont pouvoir partager leur expérience, nous parler de leur vécu avec la maladie. Et ainsi, ça leur permet d'être actrices de la recherche sur leur pathologie. Et elles peuvent faire d'autres choses aussi. Donc, les patientes peuvent proposer des sujets de recherche aussi. Ça leur permet d'être en contact avec les chercheuses et les chercheurs qui travaillent sur le projet. Et puis, les patientes ont la possibilité aussi, comme c'est le cas pour Émilie, ici présente, de faire partie du conseil scientifique et donc, voilà, de participer à cette recherche pleinement. Super. Et du coup, j'imagine, alors je tiens à dire aux patientes et aux patients qui nous regardent peut-être sur Facebook, qui peuvent en fait poser des questions en commentaire en fait sous la vidéo. Et Priscilla qui est avec nous en fait en train de regarder en fait et de noter les questions et qu'on va y répondre au fur et à mesure en fait du webinaire. Et qu'on pourra du coup répondre au fur et à mesure de l'émission à ces questions si elles sont pas répondues au fur et à mesure. Et du coup, Marina, si tu pouvais peut-être nous dire où est-ce que l'on en est, puisque du coup, Compare Endométriose a démarré il y a un peu plus d'un an, et peut-être nous dire où est-ce qu'on se trouve en fait à quelle étape du projet en fait on se trouve et quelles sont les nouvelles en fait de Compare Endométriose. Oui, alors donc pour Compare Endométriose, on a formé un conseil scientifique d'abord qui est composé de chercheuses, chercheurs, patientes et puis cliniciens de différentes spécialités. Et ensemble, on a travaillé sur des questionnaires spécifiques pour l'endométriose et l'adénomiose. Donc les personnes qui sont atteintes de l'une ou l'autre de ces pathologies le savent. Il y a un questionnaire qui a été envoyé en 2019, qui est le premier questionnaire de la maladie, qui portait sur les circonstances du diagnostic, le parcours médical et les antécédents familiaux de la maladie. Donc ça, c'est un premier questionnaire. Ensuite, on a travaillé sur un questionnaire de suivi qui porte vraiment sur les symptômes spécifiques et l'expérience actuelle que les femmes en ont. Donc tout ce qui est dysménorrhée, dyspareunie, troubles digestifs, dyschésie, dysurie, et puis d'autres symptômes. Et aussi les traitements de ces symptômes et leur efficacité. Donc ce questionnaire de suivi, il va être envoyé aux femmes d'ici à la fin de semaine, donc c'est vraiment très bientôt. Et c'est un questionnaire qui va être récurrent tous les ans. Et c'est très important de pouvoir répondre à ce questionnaire tous les ans parce que ça va nous permettre de mettre à jour des informations qui vont nous servir directement à étudier l'évolution de la maladie. Donc ça va servir pour ce projet-là. Et à côté de ce questionnaire de suivi, qui est un questionnaire récurrent, on a des questionnaires qui sont rétrospectifs, c'est-à-dire qu'ils portent sur le passé, l'historique des patientes. Donc on va, au cours de l'année 2020, envoyer plusieurs questionnaires. Donc un questionnaire sur les symptômes et leur traitement au cours de la vie, un autre sur les traitements médicamenteux au cours de la vie, ensuite un autre sur le parcours chirurgical pour les femmes qui ont été opérées, et un autre sur l'histoire menstruelle et l'infertilité, pour connaître un petit peu le statut et l'historique des femmes. Et ensuite, au fur et à mesure du projet et de l'évolution des questions scientifiques auxquelles on veut répondre, on va pouvoir développer d'autres questionnaires qui viseront à répondre à ces différentes questions. Ouais. Et donc, à côté de ces questionnaires, voilà, ça fait beaucoup, c'est en train de bouger vraiment. Pour toutes les patientes en fait, qui nous regardent et qui ont peut-être pensé qu'il n'y avait pas de questionnaire spécifique, là, il va y avoir beaucoup de questionnaires spécifiques sur l'endométriose.
c'est intéressant. Oui. Mais je te coupais, pardon. Pardon, non. Non, je déroulais mon idée, mais en fait, à côté de ces questionnaires spécifiques, donc il y a toujours les questionnaires généraux, donc il y en a plusieurs. Et ces questionnaires généraux, il y a une chose que je voudrais dire, c'est que c'est important d'y répondre en plus des questionnaires spécifiques, parce qu'il y a tout un tas d'informations qui vont nous servir dans les projets de recherche. Donc, ces projets de recherche, quels sont-ils? Eh bien, on a 3 projets en cours dans notre équipe de recherche. Donc, un premier projet qui vise à étudier les facteurs associés au délai de diagnostic de l'endométriose et de l'adénomyose. Donc, ce projet, c'est un projet qui est porté par Zélia Gousset, qui est étudiante en démographie et qui fait actuellement son stage de M1 dans notre équipe. Et donc qui est vraiment en train d'analyser ces données du premier questionnaire. Donc les résultats seront soumis pour publication l'année prochaine, donc ils seront diffusés aussi à ce moment-là à la communauté. On a un deuxième projet qui sera aussi mené par Zélia pendant son M2, qui est un projet qui vise à étudier l'impact de la maladie dans le quotidien des patientes, dans différentes sphères du quotidien, donc que ce soit en termes de qualité de vie, vie sociale, professionnelle, vie de couple, vie sexuelle, impact économique et psychologique de la maladie. Et donc il va pouvoir permettre de fournir des données très importantes sur la situation en France et au-delà. Et puis, un autre projet que va pouvoir vous développer Solène un petit peu plus, puisque c'est son projet de thèse qui va porter sur l'histoire naturelle de l'endométriose. Et donc, Solène va pouvoir effectuer sa thèse sur ce projet entre 2020 et 2023. Donc, dans les prochaines années, on a ces différents projets. Et pour terminer, sur les recherches en cours, on a d'autres projets qui sont en cours de construction. Et en fonction de l'avancée des connaissances et des questions qu'on se pose, ces projets-là vont pouvoir évoluer. Et encore une fois, en tant que patiente, en tant qu'entourage de patiente, il ne faut pas hésiter, si on a des questions de recherche qu'on a envie de soumettre, il ne faut pas hésiter à les soumettre à l'équipe de recherche qui est tout à fait disposée à étudier différentes questions. Et du coup, effectivement, s'il y a des questions ou des personnes ont des idées de recherche, en fait, on pourra, en fait, en s'inscrivant à Compare, donc compare.php.fr, on pourra vous indiquer la manière de présenter ou d'apporter ces idées en fait, de recherche ou d'études que vous pourriez avoir en fait, ou d'envie de connaissances nouvelles à apporter. Et du coup, ça me donne l'occasion de passer la parole à Solène. Excuse-moi, Oui, parce que déjà des questions pour j'ai Marina. déjà pas mal de questions. Peut-être qu'on pourrait préciser qu'on ne peut pas répondre aux questions purement médicales, Oui, puisqu'on parce que en a du coup, déjà eu. Voilà, on en a déjà eu plusieurs. Mais j'ai une première question qui est comment faut-il faire pour faire partie de la recherche clinique plus approfondie? Alors, pour Marina, tu veux y répondre, du coup, je te laisse la parole pour y répondre. Oui, pour participer à des recherches cliniques, à des essais cliniques qui portent vraiment sur la recherche qui est menée à l'hôpital, il faut voir ça avec ces médecins, en fait. Vos médecins qui travaillent à l'hôpital sont peut-être impliqués dans des projets de recherche clinique. Et si vous souhaitez y participer, vous pouvez voir ça avec eux directement, voir s'il y en a dans leur hôpital. Peut-être aussi préciser un peu la différence entre la recherche clinique et d'autres types de recherche, en fait. Oui, donc la recherche clinique, c'est de la recherche appliquée. Donc, c'est différent de la recherche qu'on fait ici en épidémiologie, qui est de la recherche fondamentale, qui vise vraiment à produire des connaissances sans question spécifique et sans visée commerciale aucune. Et donc, la recherche appliquée, c'est une recherche qui vise à s'appliquer directement, donc soit en termes commerciaux, soit en termes de recherche clinique directement auprès des patients. Et voilà, donc nous, on fait une recherche qui porte sur les patientes, mais ce n'est pas de la recherche clinique parce que ce n'est pas à l'hôpital. D'accord. Donc, en fait, dans Compare, on ne va pas tester de médicaments et ce qu'on essaie de faire, c'est de comprendre en fait l'origine et l'évolution de la maladie, les caractéristiques de la maladie pour ensuite pouvoir éventuellement mieux la traiter. Exactement.
Exactement. Et ça va aider la recherche clinique, mais voilà, ce n'est pas la recherche clinique. Du coup, oui. Oui. Alors, j'ai beaucoup de questions. En fait pardon, Priscilla, mais sur la question sur les questions qui portent vraiment sur des sujets médicaux, qui sont en fait des questions vraiment liées aux soins, par exemple. En fait, ce que l'on fera, c'est une émission en septembre où on pourra répondre plus particulièrement à des questions vraiment de soins. Mais là, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir répondre aux questions qui sont liées à Compare et à la recherche, en fait, ou à l'état de la recherche, pardon. Donc, je ne sais pas si tu en as d'autres, sinon à ce moment-là, on passe. Oui, j'en ai une question, c'est les recherches orienteront-elles également sur les troubles que cela peut générer dans la fertilité? Alors, il me semble que Marina l'a déjà un petit peu expliqué. Oui, mais peut-être tu peux y revenir, Oui. Marina, c'est intéressant parce que c'était aussi une des questions au conseil scientifique. Oui, tout à fait. Donc, on a un questionnaire qui portera sur l'infertilité et oui, donc c'est vraiment l'un des objectifs aussi, c'est de décrire l'impact de la maladie sur l'infertilité et de décrire dans quel cas on a une infertilité et comment le vivent les patientes. Ok. Alors, du coup, Solène, est-ce que tu peux te présenter et Oui. rapidement Oui. et puis nous dire, et du coup, ma question, c'est effectivement que tu puisses expliquer aux patientes connectées et à l'équipe, en fait, l'objet des recherches que tu vas conduire au sein de Compare Endométriose. Oui. Du coup, je suis Solène Gouébé. Actuellement, je suis membre de l'équipe Compare. Je travaille sur la cohorte, toute la cohorte Compare en général, mais aussi sur les cohortes spécifiques, et donc notamment Compare Endométriose. Je participe à des projets scientifiques, mais je suis aussi chargée de l'animation de la cohorte. Donc, je suis en lien avec les participants et aussi avec les associations de patients qui sont partenaires. Et à partir du mois d'octobre de cette année, je vais débuter une thèse en épidémiologie sur l'endométriose avec Marina Gvaskov comme directrice de thèse. Et donc, ce sera à partir des données de Compare. Le sujet, c'est l'étude de l'histoire naturelle de l'endométriose. Et donc, je vais étudier l'évolution de cette maladie. Donc, Marina l'a expliqué effectivement dans les objectifs de la cohorte, mais c'est vraiment de mieux comprendre l'évolution de cette maladie, d'essayer d'étudier donc des facteurs qui vont influencer sur une évolution positive ou négative de cette maladie. Et donc, les facteurs, ils vont être très nombreux, à la fois les traitements, les chirurgies, mais aussi plein de facteurs qui viendront de questionnaires généraux de Compare. C'est pour ça que Marina disait que c'était très important de répondre les autres questionnaires. Par exemple, sur le tabac, sur l'activité physique. Voilà, c'est des facteurs qui vont pouvoir aussi être étudiés. D'accord. Donc, en fait, le message, c'est que, en fait, si des patientes qui participent à Compare ont des questionnaires non répondus, en fait, qui ne portent pas directement sur l'endométriose, toi, tu vas utiliser ces données-là aussi dans les questionnaires que tu citais, qui ne sont pas spécifiques à l'endométriose. Tout à fait. On va pouvoir utiliser les données qui proviennent d'autres questionnaires et qui ne sont pas spécifiques à l'endométriose, mais qui vont pouvoir compléter les études. Et donc, juste pour préciser, en fait, les analyses, elles vont porter sur plusieurs questionnaires. Donc, c'est tous les questionnaires que Marina a présentés, à la fois le questionnaire de suivi, donc, qui va être envoyé cette semaine et qui va prendre des données tous les ans, enfin, recueillir des données tous les ans. Et donc là, ce sera une analyse prospective et des questionnaires rétrospectifs. Et donc, ce sera une analyse sur des données passées des patientes pour analyser leur parcours et leur histoire de la maladie. D'accord. Super. Tu vois d'autres choses à ajouter ou si en fait Émilie ou Nathalie ou Marie-Rose, Camille avaient des questions pour Solène, n'hésitez pas non plus. Hein. Et si Priscilla, tu vois toi des questions là sur Facebook, n'hésite pas à m'interrompre aussi. Hein. Moi, j'avais un peu une question débile.
Non, non, il n'y a pas de question débile. Parce qu'au début, quand Solène, tu as parlé de ta thèse, je me suis dit, mais c'est l'histoire de la maladie à travers les âges. Non. Non, non, l'histoire. Et en fait, non, c'est comment elle évolue chez chaque patiente, en fait, c'est ça. C'est vrai que- Voilà. Exactement. En fait, l'histoire naturelle d'une maladie, c'est de regarder son évolution naturelle, de voir, en fait, on voit que aujourd'hui, il y a eu plusieurs études qui ont été réalisées, mais finalement, il n'y a pas de consensus pour dire que c'est une maladie qui progresse ou une maladie qui régresse. Aujourd'hui, on ne connaît pas bien l'évolution de cette maladie. En plus, il y a différents types d'endométriose. Donc là, on va pouvoir regarder les différents types et de voir pour chaque type comment elle évolue. Peut-être que ce sera différent en fait, en fonction du type d'endométriose, en fonction du stade. Voilà, aujourd'hui, on a vraiment peu de données là-dessus. Donc, le fait que Compare Endométriose soit une grande cohorte avec 10 000 femmes, on a des profils très variés. Et donc, ça permet de faire vraiment des analyses très riches. Et du coup, j'en profite pour passer un petit message pour les femmes qui pensent qu'elles n'ont pas assez de symptômes pour participer. En fait, c'est pas du tout le cas. On a vraiment besoin de femmes qui ont aussi un stade de la maladie qui est moins sévère ou qu'elles continuent de remplir les questionnaires au moment où ça va bien, parce qu'on a besoin de savoir quand ça va mieux. On a besoin de savoir quand la maladie évolue positivement pour savoir ce qui s'est passé, pour comprendre quel facteur a pu influencer sur une évolution positive de la maladie. Donc, il ne faut pas avoir un stade sévère, très avancé pour participer à Compare. Il faut vraiment le plus de profils possible pour que l'étude soit la plus riche possible. Les femmes qui sont enceintes, elles peuvent continuer de participer. Les femmes ménopausées aussi. Les femmes qui ont subi une hystérectomie, c'est pareil. Voilà, vraiment, l'idée, c'est d'avoir un panel le plus large possible pour avoir plein de données et mieux comprendre la maladie grâce à toutes ces données. Ouais. Et c'est ce que tu disais aussi, Marina, à un moment donné, c'est qu'en fait, il faut que les patientes soient très, très, très nombreuses et en fait, à la fois des stades différents, en fait, soit précoces ou plus évolués, et puis aussi de toutes les origines géographiques. Notamment, à un moment donné, tu nous avais parlé des patientes, par exemple, qui vivent outre-mer ou à l'étranger. Oui. Ça peut aider et ça peut être intéressant pour l'histoire naturelle de la maladie ou les facteurs en fait, d'évolution, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, on n'a pas besoin d'être localisé en France pour participer à Compare. Donc ça, c'est l'avantage. À partir du moment où on peut répondre à des questionnaires en français, où qu'on se situe dans le monde, on peut y répondre et participer à cette recherche. Et ensuite, effectivement, comme Solène le disait, plus on a des profils variés et plus on va avoir une puissance statistique importante pour pouvoir réaliser des analyses en sous-groupe. Parce que finalement, si on a une surreprésentation des femmes, enfin voilà, si les femmes se disent il faut que je réponde au questionnaire quand ça va pas bien, parce que là, on va pouvoir analyser des choses intéressantes. Voilà, enfin ça c'est pas forcément que ce qui nous intéresse, ça nous intéresse aussi de savoir ça si c'est le cas, mais voilà, faut surtout pas se censurer en fait. À partir du moment où il y a une endométriose ou une adénomiose, quel que soit le vécu de la maladie, il faut pas que les patientes hésitent à répondre au questionnaire et à dire les choses telles qu'elles le sont pour elles. Donc voilà. C'est bien de le préciser. Parce que moi, c'est vrai qu'il y a un moment, à chaque fois que je remplissais, parce qu'en fait, ça va très bien en ce moment, et à chaque fois que je remplissais les questionnaires, on me disait comment ça va, etc. Et je me disais, moi, ça va très bien. Et je me disais, mais pourquoi je remplis le questionnaire? En fait, j'ai rien à dire, c'est pas du tout intéressant comme profil. Enfin, je me disais, peut-être il faut que j'arrête. Voilà. Et non, pas du tout en fait. Il faut surtout pas arrêter parce que c'est très intéressant. Et comme le disait Solène, effectivement, quand on a regardé la littérature pour son sujet de thèse, il y a à peu près un tiers des endométrioses qui progressent, à peu près un tiers aussi qui régressent, et le reste qui est stable, grosso modo, à peu de choses près. Et ça, c'est ce qu'on connaît des études cliniques jusqu'à présent. Mais les études cliniques, elles se focalisent justement sur des endométrioses qui sont un peu particulières. Ce sont souvent des endométrioses traitées à l'hôpital pour lesquelles il y a une chirurgie. Or, les
la somme des patientes, c'est pas forcément que les patientes qui sont traitées à l'hôpital. Donc, finalement, la réponse, on ne l'a pas à cause de ça. Et donc là, c'est pour ça que l'objectif avec Compas Endométriose, c'est vraiment de faire une étude épidémiologique qui parle de toutes les femmes atteintes d'endométriose ou d'adénomiose, pas seulement celles qui ont, voilà, des cas sévères. Ça nous intéresse aussi, bien entendu, parce qu'on veut décrire tous les cas, mais voilà, on cherche à toucher un petit peu tout le monde. Et aussi, pardon, nous, on a souvent une question par rapport à la récurrence des questions ou des questionnaires. Et c'est vrai que peut-être que Marina ou Solène peuvent répondre par rapport au fait que c'est important de répondre à chaque fois, parce qu'en fait, c'est l'évolution qui va être intéressante. Tout à fait, je te laisse répondre, Solène. Ok. Oui, c'est une question qui revient souvent. Je suis en lien avec les participantes et c'est vrai qu'elles me demandent souvent pourquoi vous répétez tout le temps la même question. Et donc là, c'est aussi ce qui va se produire avec le questionnaire qui va être envoyé cette semaine, un questionnaire de suivi. En fait, on va reposer les mêmes questions. C'est pour étudier l'évolution de la maladie. Donc là, par exemple, Camille, si ça va bien, eh ben, il faudra toujours dire que ça va bien. Et c'est une donnée qui est importante, en fait. Nous, ça nous montre qu'il y a une stabilité. Donc, on ne veut pas juste savoir quand ça va moins bien. On veut savoir quand ça va moins bien, quand ça va mieux et quand c'est pareil. Donc, les données, elles sont tout aussi importantes. Quelle que soit la donnée, elle est importante pour notre étude. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on repose tout le temps la même question. C'est qu'on veut vraiment étudier l'évolution et donc, il faut répondre au moment T quand on pose la question. Alors, j'ai pas mal de questions. Si, du coup, est-ce que je peux juste répondre avant qu'on enchaîne? oui, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Ouais, non, juste un peu mon point de vue sur les cas symptomatiques. C'est une situation que j'ai très souvent à la fin des conférences, des gens qui viennent me voir en me disant bah, « Moi aussi, j'ai une endométriose, mais comme je souffre moins que toi, c'est pas grave. » En fait, non, c'est pas la question. On n'est pas là pour faire une hiérarchie des douleurs ou des souffrances. À partir du moment où tu es malade, tu dois être soigné. Point. Il n'y a pas de hiérarchie à faire. Bon, on est d'accord qu'en ce moment, je vais merveilleusement bien et que je préfère ça à la période où j'étais alitée. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a souvent un peu cette assimilation de si je vis bien, c'est pas grave. Oui, mais il y a quand même la maladie qui est là et ces données, elles sont quand même importantes. Et après, moi, mon point de vue en tant que patiente experte, franchement, je trouve que c'est vraiment indispensable justement de faire cette petite revue, en fait, finalement, d'histoire naturelle de la médecine, parce que c'est vrai que quand on fait un peu des recherches, alors bien sûr, mes recherches sont bien moins poussées que celles que vous faites, les filles, mais effectivement, on a ce grand point d'interrogation. Pourquoi on a des cas qui vont stagner et d'autres qui sont des espèces de machines à endométriose où ça pulle de tous les côtés et tous les médecins sont là à regarder, hein. On ne comprend pas, on ne sait pas quoi faire. Donc franchement, Solène, c'est bon, tu es notée dans ma petite liste des personnes à suivre. Voilà, ces données seront fondamentales et on a vraiment effectivement besoin de ces recherches. Et en plus, on voit que ces recherches, elles seront vraiment complètes en ce sens où tu vas prendre aussi tous les biais qui sont là, c'est-à-dire les interventions chirurgicales, parce que finalement, à partir du moment où on suit ces patientes, on intervient et donc forcément, on intervient aussi dans l'évolution naturelle, mais on pourra voir aussi si cette intervention, elle est positive ou négative ou neutre. Et donc, voilà, c'est vraiment un projet en tout cas qui me motive énormément. Super, merci. Super. Juste pour rebondir sur ce que vient de dire Marie-Rose, c'est très pertinent. Il y a effectivement une grosse partie, une partie non négligeable de cas qui sont asymptomatiques. Et ça nous intéresse aussi. C'est-à-dire qu'on a aussi envie d'étudier les femmes qui n'ont pas de symptômes et de savoir comment elles ont su qu'elles avaient l'endométriose, comment la maladie a évolué, quel est l'impact pour elles. Ça, c'est très important pour nous aussi. Donc finalement, même si vous n'avez pas de symptômes ou plus de symptômes, il faut absolument participer et continuer de participer. Alors, du coup, moi aussi, j'en profite parce que j'y pense en fait en vous entendant parler. On a besoin du coup d'augmenter le nombre de participantes toujours, et j'imagine en fait que en tant que patiente, vous avez l'occasion en fait de croiser d'autres patientes qui sont suivies pour endométriose, et il faut pas, ou d'ailleurs pour d'autres maladies chroniques, et il ne faut pas hésiter à leur proposer de participer elles aussi ou eux aussi. Et est-ce que du coup, je peux poser une question à Nathalie? Nathalie, est-ce que tu peux te présenter? Je crois qu'il y avait plein de questions, Razak. Oui. Oui. Ah, bah, du coup, je prendrai les questions de Priscilla juste après. Alors. Okay. Et Nathalie, alors, donc, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Alors, je suis Nathalie Clary, la fondatrice et présidente de l'association Endomac. D'accord. Alors,
je prends la parole pour revenir un petit peu en arrière à la création de ce projet de recherche qui s'est fait à l'initiative de notre association. En 2017, fin 2017, dans toutes les actions que l'on a pu faire autour de l'endométriose, on s'est rendu compte quand même que le manque de données pouvait être un frein à beaucoup de choses, à beaucoup de prises de décision, par exemple, à des prises de position aussi. Donc on avait entendu parler du projet Compare qui traitait des maladies chroniques et on a sollicité un rendez-vous en fin 2017 avec l'équipe de Compare pour voir s'il était possible d'intégrer une cohorte d'endométriose spécifique à ce projet de recherche. Donc, il nous a fallu quelques mois pour échanger sur la question, en parler à Marina Gvaskov, avec qui on avait, nous, déjà l'occasion de collaborer, et voir ce qu'il était possible de faire. Donc, ces quelques mois de réflexion nous ont amenés à prendre la décision, effectivement, de créer ce projet de recherche. Je crois de mémoire qu'on l'avait annoncé en 2018, fin 2018, on a annoncé lors d'une émission sur France Inter l'arrivée de ce projet de recherche et il y a eu un réel engouement qui nous a confortés dans l'idée que ce projet devait exister coûte que coûte, parce qu'il y avait une très grosse attente de la part des malades, une attente qu'on avait déjà bien sûr identifiée, mais en l'espace de 2 jours ou 3 jours, je ne sais plus exactement, il y a 1500 personnes qui se sont inscrites pour participer à ce projet. Donc, ça a été assez incroyable et tellement incroyable qu'aujourd'hui, on en est à 10 000 patients inscrits pour cette thématique en tout cas. Donc une très, très grosse attente et l'association suit de très près et participe vraiment de manière très active au projet et à son soutien, puisqu'on a en parallèle créé une course qui est l'Endorun, qui a permis aussi de soutenir financièrement le travail autour de ce projet. Voilà, donc on a voulu, en tout cas, toute l'équipe a voulu que ce projet soit ouvert à tous et toutes, notamment aux associations autres que Endomind, bien évidemment, donc Endo France, Mon Endométriose, Ma Souffrance, Karukeira Endométriose en Guadeloupe, des associations également au Québec, en Suisse, au Maroc, donc tous les pays francophones sont invités à participer à ce projet-là. Voilà, j'espère que j'ai un petit peu remis le projet dans son contexte et comme ça que vous percevez bien l'importance, en tout cas pour nous, associations, d'avoir ces données-là pour pouvoir nous en servir plus tard et dans toutes nos réunions. Et du coup, Nathalie, comment est-ce que vous imaginez en fait pouvoir utiliser les résultats ou même des résultats intermédiaires en fait issus de Compare? Est-ce que vous avez oui, par exemple des exemples? Oui, j'ai des idées très, très précises. Alors, j'ai par exemple j'ai participé au groupe de travail qui a mis à jour les recommandations de bonnes pratiques à destination des professionnels de santé. Ça, c'est un travail qui a été fait en 2017 avec la Haute Autorité de Santé et le Collège des gynécologues de France. Donc, déjà, moi, à ce moment-là, je me suis rendu compte que il était impossible pour les professionnels de santé et les instances de prendre position sur certaines questions liées à l'endométriose de par le manque de données. Donc, à partir du moment où il n'y avait pas de données scientifiques, on ne pouvait pas émettre de recommandations. Donc, ce qui était pour nous, associations, très gênant parce qu'on demandait justement à ce qu'il y ait un petit peu des lignes directives qui se mettent en place. Donc, ce travail-là a déjà servi pour ça. On est régulièrement dans des groupes de travail aussi avec le ministère, avec la Direction générale de l'offre des soins. Notamment l'année dernière, on a travaillé sur la mise en place des filières de soins autour de l'endométriose, enfin différentes thématiques, la formation des professionnels de santé, etc. Et les résultats des premiers questionnaires auxquels les malades ont pu répondre, même s'ils sont des questionnaires généraux, nous ont déjà servi dans nos argumentaires.
Donc, on a pu notamment, sur la question de l'offre des soins, c'était le questionnaire Baguette Magique, qui était un questionnaire général à la base, et qui a eu une forte représentativité des malades atteints d'endométriose. On a pu utiliser les résultats de ce questionnaire pour démontrer au ministère quelles étaient les attentes des malades en matière de prise en charge. Donc, c'est vraiment des résultats qui vont nous servir très concrètement dans notre travail avec les ministères. D'accord. Donc, pour faire entendre la voix des patientes. Oui, tout à fait. Alors là, par exemple, j'ai encore un autre exemple. L'association travaille actuellement sur la demande d'intégration de l'endométriose dans la liste des ALD 30. On manque toujours de données. Il y en a qui m'auraient été bien utiles pour pouvoir argumenter, mais déjà, les résultats de certains questionnaires nous permettent de donner des informations très précises et validées aux personnes avec qui on peut s'entretenir et qui sont des décideurs politiques. D'accord, ben, merci beaucoup. Du coup, Priscilla, est-ce que tu avais des questions? Oui. Est-ce que... Alors, Nathalie a répondu à plusieurs questions, donc ça, c'est bien, sans le savoir. J'ai pas mal de questions encore sur sur les projets de recherche qui sont en cours. On me demande notamment si on recherche les liens potentiels entre l'endométriose et d'autres maladies chroniques, notamment comme la fibromyalgie. Donc, je sais alors, pas ce sont des questions de recherche qui sont en cours d'exploration dans la littérature de manière générale. Effectivement, c'est vraiment l'une des choses que Compare peut faire, puisque les femmes qui sont atteintes de maladies chroniques peuvent participer. Et du coup, ça me permet de rejoindre un point qu'on voulait aborder aussi, c'est que c'est très important, quand vous participez à la cohorte Compare endométriose, de déclarer si vous avez de l'endométriose, de l'adénomiose, mais aussi d'autres pathologies. Parce que pour pouvoir étudier l'association entre l'endométriose et d'autres pathologies, comme la fibromyalgie par exemple, mais il y en a d'autres aussi, c'est très important pour nous de savoir quelles sont les autres pathologies que les femmes ont. Et donc, voilà, ça c'est aussi, je ne l'ai pas cité dans les objectifs, mais c'est aussi l'un des objectifs qu'on peut atteindre avec Compare et qui seront le focus d'un projet de recherche quand on aura suffisamment de données là-dessus. Super. Après, on me pose une question, je ne sais pas si ça peut rentrer dans la question médicale, mais pourquoi l'endométriose semble-t-elle exploser en termes de nombre de cas ? Alors, l'endométriose n'a pas explosé en termes de nombre de cas, pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, ce qui a explosé, c'est le fait qu'on parle de l'endométriose. Est-ce que les cas d'endométriose ont augmenté? Est-ce que l'incidence de la maladie a augmenté? Dans les données qu'on a actuellement, on voit une petite augmentation, mais ce n'est pas une explosion. En fait, ça fait quelques années maintenant qu'on parle beaucoup plus de la maladie grâce au travail des associations de patientes. Ça, c'est évident. Et aussi parce que certaines célébrités ont pris la parole pour dire que, enfin, pour parler de cette maladie, que ce soit en France ou dans le monde d'ailleurs. Et le fait qu'on en parle beaucoup comme ça donne l'impression qu'il y a une augmentation du nombre de cas, mais ce n'est pas forcément le cas. D'accord. Du coup, on reprendra du coup d'autres questions. Si tu t'envoies ou tu les mets de côté, je vais passer la parole à Émilie. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, c'est vrai? Il y en a beaucoup. Pas du tout, c'est super. Vraiment beaucoup. Et Émilie, du coup, est-ce que tu peux te présenter Endo-France et peut-être nous dire aussi un peu comment est-ce que tu vois ta participation à Compare endométriose, notamment ton travail au conseil scientifique donc. Oui, donc du coup, moi je suis Émilie, je suis responsable du pôle recherche et projets scientifiques de l'association Endo-France. Donc je participe, on participe à Compare depuis les tout débuts, Oui, effectivement, mi-2017. Et donc, en plus, Endo-France ayant été la première association pour l'endométriose à obtenir l'agrément national des associations des usagers du système de santé par le ministère de la Santé, ça nous permet
de pouvoir communiquer sur les résultats et sur le projet de manière concrète et d'avoir un impact auprès des autorités. Donc, au niveau du conseil scientifique, moi, j'ai intégré dès la création, en fait. Et qu'est-ce qu'on fait concrètement? On discute. Alors, Marina a présenté tout à l'heure le conseil qui est composé de patientes, de cliniciens et de chercheurs. Et tous ensemble, donc sous l'appui de la présidente Marina, on rédige des questionnaires. Surtout, on définit la stratégie qu'on va avoir, quel questionnaire, quelles réponses on veut avoir, quels sont les objectifs que l'on a en termes de recherche, en termes de messages à faire passer, que ce soit aux autorités, que ce soit aux médecins. Et en tant que représentante de patientes d'une association, on porte la voix en fait de ces femmes qui sont dans des associations ou qui ne le sont pas d'ailleurs, les femmes qui viennent à nous, qui se présentent, qui ont des questions. On porte leur voix et on amène leur questionnement aussi dans le projet Compare. Et donc, voilà, ça c'est une partie. Et aussi, donc, on participe, comme je disais, à la création des questionnaires. On donne aussi notre avis en tant que patiente, c'est-à-dire est-ce que c'est adapté à tout le monde? Est-ce que la majorité pourront répondre à ces questionnaires? Est-ce que c'est vraiment adapté? Parce qu'il faut savoir, on en parlait, qu'il y a des questionnaires généraux donc, qui sont créés par Compare, et il y a les questionnaires spécifiques endométriose qui ont été lancés. Donc nous, on agit sur les questionnaires spécifiques endométriose, mais qui sont complémentaires à ces questionnaires généraux. Donc des fois, comme on le disait, on va avoir des questions redondantes et on essaye de ne pas avoir trop de redondance, mais aussi d'avoir des questions qui sont pertinentes pour les patientes. Donc voilà ce qu'on fait un peu de manière générale au sein du comité scientifique, par de nombreux échanges, des réunions, pour que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice et qu'on puisse faire avancer cette recherche. Et ça, c'est très important pour nous, cette participation des patientes, donc la participation des associations, mais il y a aussi des patientes hors association, et le fait que les patientes puissent être là pour dire, voilà, ça, on pense que c'est pertinent, ça, on le dirait peut-être différemment, ça, voilà, tel questionnaire prend tant de temps, etc. C'est vraiment très précieux pour nous d'avoir cette participation-là, et c'est génial de pouvoir travailler tout ensemble. C'est super, nous aussi on apprend beaucoup avec cette participation. Une des choses qui est bien, c'est que nous on a l'habitude de voir des questionnaires, on travaille beaucoup avec des étudiants, donc on voit ce qui se fait un petit peu dans l'entourage de la recherche, si je parlais de recherche en général sur l'endométriose, dans tous les domaines en fait. On a également fait un sondage, donc on a parlé un petit peu avec Marina aussi, avec l'Institut Ipsos et le laboratoire Gédéon Richter, qui nous a amené beaucoup de réponses à des questions qu'on avait déjà et on va pouvoir vraiment aller beaucoup plus loin avec Compare, avec les questions spécifiques à l'endométriose dans Compare, parce qu'on a eu des choses, ça nous a confirmé des données super intéressantes, ça nous a amené d'autres questions et on va pouvoir les ouvrir, les développer avec Compare, qui clairement a un autre impact, à un autre niveau et qui va être plus poussé. Et donc, du coup, il faut que les patientes continuent à participer, même si elles ont l'impression d'avoir une redondance dans les questions, dans les questionnaires. Ça permettra de voir l'évolution et surtout, c'est pour elles aussi, parce qu'on pose des questions sur le vécu de la maladie. Tout ça, c'est pour elles, c'est pour faire avancer les choses au niveau de la recherche, au niveau de la prise en charge. Donc, et du coup, elles peuvent faire entendre leur voix et donner un peu leur sentiment ou leur avis sur leur vie avec la maladie. C'est un peu ce qui peut être intéressant. Et ce que tu dis sur ta participation à toi au conseil scientifique me fait penser, mais peut-être que Solène l'a dit tout à l'heure, en fait, le fait de participer en fait, à Compare peut en fait donner lieu aussi à une participation plus importante à Compare. Au sein de Compare, en fait, on a la possibilité de tester les questionnaires, de participer à la communication. On va peut-être en parler avec Camille et Marie-Rose. Donc, il y a
à l'image de ce que tu peux faire toi ou de ce que peut faire Nathalie, il y a la possibilité en fait de participer au-delà de la simple réponse au questionnaire. Est-ce Tout que à fait. tu as d'autres questions ou est-ce que je peux donner la parole par exemple à Camille et Marie-Rose sur justement leur participation à Compare au-delà des questionnaires? Pardon, c'était pour moi. Oui, non, si tu avais d'autres questions. J'ai beaucoup de questions. Après, je ne sais pas si on répondra à toutes ou si on pourra répondre on sur un autre gardera. format. Je sais que dans les questionnaires, vous êtes tourné sur l'alimentation et là, j'ai plusieurs questions sur l'alimentation. Donc, je ne sais pas si ça peut être intéressant. Après, notamment sur l'alimentation, je pense qu'on peut le dire rapidement, ça pourra faire l'objet de questions qu'on posera ultérieurement, par exemple spécifiquement sur l'endométriose. D'accord. C'est Parce dans que là, les idées qu'on a, parce qu'effectivement, les patientes se posent énormément de questions sur l'alimentation. Voilà, là, c'est ça, c'est surtout ça, demander si on doit éviter le gluten, si la maladie est inflammatoire et donc s'il faut adopter un régime anti-inflammatoire. Donc, j'imagine que ça sera des informations qui seront données par la suite. Oui, Okay. tout à fait. On n'a pas pu intégrer cet objectif en premier parce qu'il a fallu faire des choix sur ce sur quoi on allait commencer, mais c'est effectivement, ça fait partie des questions qu'on se pose. Ouais. On pose une question sur les causes environnementales. Si en agissant sur celles-ci, on peut voir les symptômes s'améliorer. Ah ben, c'est très, très intéressant comme question et c'est une question que je me pose aussi. Et donc, j'espère que ça pourra faire l'objet d'un projet futur. Donc, on part. Et typiquement, c'était aussi, en fait, en arrivant à Compare, c'était une des grandes questions, en fait, dont je pense toujours que la cohorte Compare peut servir, pour laquelle la cohorte peut être utile, c'est avec une participation de patientes et de patients un peu partout sur le territoire. Et on le disait, par exemple, outre-mer ou dans toutes les régions de France, en fonction de la localisation des patients, on va peut-être avoir la possibilité d'éventuellement de faire des liens, soit avec d'autres pathologies ou avec l'environnement, en fait. J'ai juste encore un sujet qui est revenu plusieurs fois, donc je pense que ce serait important de l'aborder. Beaucoup de personnes se demandent quand est-ce qu'on aura les résultats, enfin quand est-ce que vous allez pouvoir publier des résultats concrets sur la recherche qui a été faite depuis ces 2 dernières années à peu près. Donc, alors, voilà. Pour l'instant, donc ce qui a été fait sur le projet, ça a été de le mettre en place. Donc, pour l'instant, on n'a pas de résultats à communiquer parce que la recherche est vraiment en train de démarrer maintenant, après ce côté opérationnel. Et bien sûr, tous les résultats seront diffusés aux patientes. C'est de la recherche qu'on fait avec les patientes, pour les patientes. Et donc, en 2021, je pense qu'on sera en mesure de diffuser les premiers résultats de la première analyse qui est en train de se faire maintenant, par exemple. Donc, dès qu'ils seront publiés et plus sous embargo, voilà, avec des revues internationales, voilà, dès qu'on aura ces résultats, on les communiquera largement. Parfait, merci. Bon, je vous laisse continuer et puis je reviendrai après. Du coup, Camille, je peux te poser une question et te demander comment est-ce que tu as connu Compare au tout début et du coup te présenter aussi, parce qu'on se connaît tellement bien maintenant que… mais en fait, moi je suis une patiente, et en fait, je ne sais plus comment j'ai trouvé Compare, mais je pense que ça devait être lors de le premier grand questionnaire sur l'endométriose. Et justement, quand je l'ai vu passer, je me suis dit, oh, mais oui, je veux participer à la recherche parce que j'avais l'impression que à chaque fois qu'on parlait de cette maladie, personne ne connaissait rien. J'avais l'impression d'être cobaye pour moi-même. J'essayais des trucs, justement, à ce qui concerne la nourriture et tout. J'étais en mode, on teste, on verra bien. Et puis là, soudain, c'est tombé pile au bon moment. En fait, j'avais envie de faire quelque chose. Et en faisant les questionnaires, qui, il faut que je dise, ils sont très courts à faire, les questionnaires, c'est bien fichu et franchement, ça prend vraiment pas beaucoup de temps, donc ça vaut le coup de les faire, sérieusement. Et en fait,
un jour, on avait demandé est-ce que vous voulez être un peu plus actif, nous aider un peu plus dans la recherche. Je ne sais plus exactement comment c'était formulé. Et là, en fait, j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit, bah oui, j'ai envie d'aller plus loin, d'aider plus, parce que juste remplir les questionnaires, des fois, c'était un peu frustrant, quoi. Je voulais que ça aille plus loin. Voilà. Et du coup, ça t'a permis de faire quel genre de choses parce qu'il y a un certain nombre de choses moi, dont je suis au courant, parce que tu nous as aidés sur la communication, mais d'autres que je découvre, en fait. Du coup, tu as participé comment au-delà des questionnaires? Déjà, j'ai pu faire, j'ai participé donc, à la Medical Game Jam. Donc ça, c'était une sorte de hackathon pour faire un jeu vidéo sur la recherche en 24 heures, enfin 48 heures, bref. Ça, c'était super intéressant. Et là, j'ai complètement mis l'endométriose dans le truc parce que moi, j'étais complètement focalisée sur cette maladie. Donc, je voulais qu'on parle de l'endométriose. Et d'ailleurs, c'est toujours pas fini. Le jeu va bientôt sortir et puis faudra que vous y jouiez, etc. Mais sinon, j'ai pu faire une petite vidéo pour We Are Patients. Oui. Donc ça, c'était super intéressant en fait. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai aidé Solène. Oui, pardon. Avec pour objectif, la vidéo, c'était avec pour objectif d'inviter d'autres patientes à participer. Et j'espère qu'on aura l'occasion de réitérer ce type avec toi ou avec d'autres, de réitérer en fait ce genre d'initiative pour justement agrandir la communauté du coup. Oui. Et je t'ai interrompu, pardon, vas-y. Oui, avec Solène, j'avais aidé, alors c'était un des questionnaires justement sur la baguette magique pour l'endométriose, à analyser les résultats. Donc ça, c'était super intéressant de se retrouver de l'autre côté en fait. Alors peut-être qu'on explique ce que c'est pour les patientes qui ne connaissent pas, ce que c'est que la baguette magique. Tu peux peut-être nous dire hein, en quelques mots ou En gros, c'était la question, c'était si on a une baguette magique qu'est-ce qu'on pourrait changer dans le suivi de la maladie, dans la prise en charge de la maladie et tout ça. Oui, quelqu'un parle. Et du coup, oui, vas-y. Non, pardon. Et du coup, en fait, je lisais les réponses et on essayait de bien les comprendre. En fait, on était plusieurs en fait pour lire les résultats, pour pas faire d'erreurs et bien les comprendre et pas mettre nos propres idées dans les réponses qu'on lisait. En fait. D'accord. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de super idées. Je disais ah ouais, ça c'est bien ça. Voilà, donc c'était très intéressant. Ça, c'est une étude qui va paraître bientôt. Je ne sais pas si Solène peut-être peut peut-être nous répondre là-dessus. C'est donc une étude qui va nous permettre de savoir ce que les patientes proposent pour améliorer leur prise en charge. Oui, en fait, Nathalie en parlait tout à l'heure. Il y a eu une première étude qui est donc basée sur la question si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez pour améliorer votre prise en charge? Et donc, il y a eu une première étude qui a été réalisée dans Compare auprès de tous les patients, quelle que soit leur maladie chronique. Et là, en fait, on va refaire la même étude, mais auprès des femmes atteintes d'endométriose et d'adénomiose. Et donc, Camille est venue pour lire un peu nos analyses, parce qu'en fait, on lit chaque proposition de patiente et on les classe dans des grands thèmes. Voilà, pour les réunir. Et effectivement, ça peut être sujet à interprétation. Et donc, pour enlever ce biais-là, on a vu plusieurs patientes qui sont venues nous aider pour relire les résultats et nous donner leurs avis. Et du coup, c'est intéressant, Camille, parce que moi, j'avais assisté à une séance d'analyse comme ça et c'est très intéressant, non? Oui, c'est super parce que on a limite envie d'appeler ces personnes et de dire ah oui, qu'est-ce que tu voulais dire par là, c'est intéressant, pour creuser en fait, pour aller plus loin. Parce que par exemple, moi, je me rappelle, il y avait quelque chose qui m'avait marqué et qui est resté, du coup, il y avait plusieurs personnes qui imaginaient carrément un centre médical dédié aux maladies féminines en fait, où il y aurait des médecins, des acupuncteurs, ostéopathes, etc., regroupés ensemble et qui travailleraient de concert pour améliorer les... Et je me disais, ah ouais, c'est génial, ça. Non, mais ça serait super. Avec des thermes et tout, un spa, j'imagine très bien le truc, moi. Une petite fontaine au milieu.
Ça ressemble un peu, ça ressemble un peu à la future prise en charge des maladies chroniques parce que petit à petit se mettent en place dans les régions ou même dans les villes en fait des maisons de santé pluridisciplinaires où en fait il y a à la fois des médecins généralistes, des spécialistes, des gens qui font des prises en charge autres que directement médicales, qui sont paramédicales et elles ne sont pas spécifiquement réservées aux dames, mais bon, ça peut être aussi le cas, je pense. À creuser on avec essaye de mettre ça en place, ce serait vraiment intéressant pour les femmes qui souffrent d'avoir ce genre de centre mis en place et on travaille à ça. On essaye de faire ça auprès des autorités politiques, effectivement. Ouais, mais merci beaucoup, Camille. Du coup, est-ce que Marie-Rose est prête ou je peux du coup te poser... J'en suis au 25e aller-retour toilette, merci l'endométriose, mais là c'est bon, je suis sur ma chaise, je ne bouge plus. C'était donc... Le qui est en direct, c'est aussi l'endométriose. Est-ce que tu te souviens, toi, comment tu as connu Compa ou pas du tout En fait, à l'époque, j'étais dans une association et donc j'étais venue vous voir. Je me souviens en tenue de working girl pour voir comment on pouvait participer à tout ça. Et de mémoire, j'étais partie en disant je suis aussi blogueuse et j'adore votre projet. Et si à titre personnel, je peux aussi aider, ce sera avec plaisir. Et c'est comme ça que j'avais fait une petite vidéo sur venez dans la cohorte endométriose parce que vous, patiente, vous subissez la maladie, mais Compa vous donne aussi finalement l'occasion d'être actrice de ce parcours et de ne plus seulement subir. D'accord, mais c'est vrai que c'était à cette occasion-là. Et du coup, effectivement, tu as pu nous aider à réaliser, en fait, à travailler sur des vidéos dont certaines vont être mises en ligne à la rentrée pour aider les patientes à s'inscrire et à participer à Compa. Et du coup, toi, sur la maladie, c'est quelque chose que tu travailles depuis un moment. Et notamment, tu peux peut-être nous parler un peu de ton livre, puisque c'est ton actualité. Ouais, donc le deuxième, donc c'est celui-ci où je suis un petit peu allée regarder ce qui se faisait dans le monde anglo-saxon. Pardon? Est-ce que tu peux nous le remontrer, nous dire son titre? Donc, c'est endométriose, ce que les autres pays ont à nous apprendre. Et donc, je suis allée regarder un petit peu ce qui se faisait dans le monde anglo-saxon. Et finalement, on retrouve un peu donc, ce que disait Camille sur l'approche holistique, mais pas l'approche holistique où on entend en France. En France, quand on dit approche holistique, on voit tout ce qui est médecine parallèle. Et finalement, dans les pays anglo-saxons, on va plus avoir une médecine holistique donc qui prend l'être humain dans sa globalité, mais au sein même des hôpitaux, en fait, avec des kinés, effectivement, tout ça, où on se dit, finalement, l'endométriose, c'est un effet domino. C'est-à-dire qu'il y a, de base, généralement, c'est l'inflammation qui met le bazar. Et l'effet domino, c'est très simple. Pour en faire tomber 10, vous en poussez un. Par contre, si vous voulez tous les remettre debout, il faut les remettre debout un par un. Et donc, il va falloir aller régler chaque dérèglement un par un. Il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de pilule magique. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de centres pluridisciplinaires, mais au sein même des hôpitaux et pas forcément… Alors, ça peut aussi être de la médecine parallèle, mais c'est vrai qu'on a une autre vision de la médecine holistique dans les pays anglo-saxons qu'en France. D'accord. Oui, parce qu'en fait, du coup, c'est pas forcément entre guillemets parallèle, parce que quand on parle de nutrition ou de traitement de médecine d'autres organes, c'est simplement de ne pas traiter les choses par silo et par organe, mais d'avoir en fait une communication entre les différentes spécialités. Exactement, d'avoir finalement des médecins qui travaillent en équipe, parce que le corps humain, tout est lié. Moi, quand je pense au corps humain, je pense au mécanisme d'une montre, en fait, où il y a tous ces rouages qui s'entraînent les uns les autres, et si on met un grain de sable dedans, il y a tout qui se bloque, et donc on va avoir un médecin spécialisé dans chaque rouage qui va dire, alors moi je peux faire ci, moi je peux faire ça, et puis mis bout à bout, c'est comme ça qu'on va mieux et qu'on a une vie qui est la plus agréable à vivre possible. Et du coup, dans tes recherches à l'étranger, est-ce que tu as vu des choses qui ressemblent à Compa ou Ouais, j'ai même la preuve que ça marche en fait, parce que du coup, donc quand j'ai fait mes recherches, je suis allée trouver des vieilles militantes, alors pas vieilles dans le sens grand-mère, quoique quand on voit les photos, ça fait la bonne vieille mamie à qui on demanderait bien la confiture, mais des militantes de la première heure qui ont commencé à militer dans les années 80, j'étais même pas encore un spermatozoïde, et donc on a vraiment… Oui, j'ai toujours des punchlines qui valent leur pesant de cacahuètes.
Mais du coup, en fait, ces militantes de la première heure qui avaient quasiment rien à l'époque, on avait... Déjà encore aujourd'hui, il y a des mythes médicaux qui prévalent sur la science, mais à l'époque, on n'avait que ça. On pensait notamment aux États-Unis que c'était un peu une punition divine de la femme qui s'éloignait de son foyer, donc de son territoire naturel. Et donc, c'était la maladie de la femme carriériste. On pensait que ça ne touchait que les femmes blanches. Enfin, il y avait plein d'idées comme ça. Et donc, il y a Mary-Lou Bolway qui est toujours à la tête de l'Endometriose Association, qui se dit non, mais on peut pas fonctionner sur des mythes. Si on n'a pas d'informations, on ne va pas avancer. C'est ce que disait Nathalie tout à l'heure. Et donc, elles vont faire un compare, mais à l'ancienne, parce qu'il n'y avait pas encore d'ordinateur comme on a aujourd'hui. Il n'y avait pas de tableau Excel et il y avait encore moins Internet. Et donc, ils vont faire des questionnaires papier, 8000 questionnaires papier, que les militants vont centraliser, comme ça on les distribue et ils renvoient et les militantes remplissent ces tableaux à la main. Donc, en bonne milléniale, j'étais complètement catastrophée quand elle m'a dit ça. J'ai dit, mais comment vous avez fait et tout. Elle a voulu me rassurer à un moment, elle me dit, non, mais il y a une université quand même qui était vachement intéressée, donc ils nous ont prêté un grand ordinateur central parce qu'il n'existait que ça à l'époque. De mémoire, ça doit être l'université du Wisconsin, je ne sais plus. Et du coup, donc en fait, c'est les premières grandes recherches qui ont permis vraiment de poser les bases pour mieux comprendre cette maladie. Ça a vraiment donné une impulsion à la recherche. Et pour vous dire l'importance de ces recherches, à quel point tous ces questionnaires ont déblayé les choses, il y a encore des chercheurs qui vont dans l'université regarder ces résultats. Et donc, on sait que centraliser toutes ces informations, ça peut vraiment, vraiment aider la recherche. Donc, Compare, ce n'est pas une illusion, c'est une réalité. Et en remplissant ces questionnaires, en les remplissant régulièrement, même si vous allez mieux, eh ben, on aura des résultats. Alors, je sais qu'en tant que patient, on se dit, ouais, mais les résultats dans 10 ans, c'est hyper long. Je sais, moi, la première qui fait 15 allers-retours aux toilettes aujourd'hui, je trouve que c'est trop long. Mais voilà, c'est comme ça qu'on aura des résultats. Et en plus, c'est génial parce que du coup, on nous redonne du pouvoir sur la maladie et ça, c'est fondamental. J'espère qu'on aura des résultats bien avant. Oui, c'est ce que j'allais dire. La promesse de Compare, c'est quand même d'accélérer les choses. Oui. On ne sera pas obligé d'attendre 10 ans avant d'avoir des résultats. À partir de l'année prochaine, on pourra commencer à en avoir. Ça après, personnellement. Voilà. Et après, ça ne va plus s'arrêter parce que maintenant que la cohorte est mise en place et qu'on est plusieurs à travailler dessus, eh bien, les résultats vont pouvoir être diffusés et les analyses faites au fur et à mesure. Et du coup, oh, tout le monde parle en même temps. C'est un espoir qui est génial, quoi, de voir enfin les choses s'accélérer et voilà, et de dire qu'on participe à tout ce mouvement qui est pour notre mieux-être, c'est fondamental. Moi, j'ai plusieurs questions pour Marie-Rose que j'ai essayé de centraliser. Vas-y. Alors, je pose à Marie-Rose parce que je pense que c'est notre experte là-dedans. C'est où pouvons-nous trouver des articles sur la recherche sur l'endométriose et notamment à l'étranger? Alors, je ne sais pas si Marina approuvera. Moi, je suis abonnée en Endo News, qui est en fait, du coup, une newsletter qui centralise tous les articles. Alors, du coup, c'est en anglais, mais c'est de l'anglais scientifique, donc c'est Brian is in the kitchen. Donc, en gros, quand vous avez appris le vocabulaire, vous en sortez à peu près. Par contre, c'est brut comme données. Donc, c'est brut et souvent, ce n'est pas des données utilisables là tout de suite maintenant. C'est tiens, on se rend compte qu'il y a quelque chose par là. Donc, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas accessible à tout le monde. C'est quand même des données brutes et c'est quand même plus à destination des professionnels. Donc, c'est quand même un peu compliqué. Je pense que le mieux, c'est quand même de suivre Compare qui, régulièrement, dès qu'ils ont de nouvelles informations, nous les donnent et nous les donnent de façon adaptée et avec des résultats qui sont quand même beaucoup plus finis que ce que vous allez trouver sur Endo News. Et j'en profite parce que je suis donc bénévole au sein de l'association Endo France, mais dans mon métier, je suis chercheuse en biologie. Attention à ce que vous voyez diffuser sur des journaux secondaires, on va dire. Mais par exemple, vous pourrez aussi trouver des informations, Marina le sait très bien, et les autres professionnels aussi, mais sur les sites de l'INSERM ou du CNRS, par exemple, vous allez avoir des informations qui vont être pertinentes, pas forcément updatées, mises à jour, parce qu'ils ne peuvent pas faire toutes les maladies en même temps. Mais effectivement, Compare à des données récentes et après, voilà, ça va être les journaux scientifiques.
Nous, en France, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On a un pôle recherche avec des bénévoles qui sont issus du monde scientifique, qui vont aller regarder dans les journaux initiaux et donc on peut vous retranscrire ces informations. Oui, c'est ça, faire attention quand même. Le tout public, c'est parfois un peu piège. Moi, je me souviens notamment d'il y a 1 an ou 2, où en fait, tout le monde avait fait un article putaclic, on a trouvé un médicament miracle contre l'endométriose. Et en fait, le journaliste n'avait fait qu'un copier-coller du communiqué de presse, donc ce n'est pas du journalisme en soi, et forcément un communiqué de presse fait par un laboratoire, c'est biaisé. Donc effectivement, c'est vrai qu'il faut faire très attention et toujours remettre les données dans leur contexte et toujours regarder un peu ce qui se dit ailleurs et surtout vérifier ses sources. Tout à fait. Et si vous voyez que les auteurs de l'article sont des gens scientifiques, que ce soit de tout domaine, ça, vous pouvez le croire. Il faut remonter à l'article initial, en fait. Il y a aussi, en fait, ce qu'on a pu faire au sein de Compare et ce qu'on fera régulièrement, c'est que il y a ce qu'on appelle les synthèses Cochrane que l'on traduit. En fait, du coup, Cochrane, c'est une association qui permet en fait de diffuser les connaissances scientifiques sur l'ensemble des maladies, en faisant notamment des synthèses de toutes les publications et des revues. Et je ne sais pas ce que tu en penses, Marina, mais c'est typiquement le type de choses que l'on diffuse aux participantes ou qu'on diffusera aux participantes au fur et à mesure en fait, de leur production. Oui, c'est une bonne idée. Oui. En fait, il y a une grande base de données, enfin, il y en a plusieurs, mais il y a une grande base de données dans laquelle on retrouve toutes les publications scientifiques qui ont été publiées. C'est PubMed, donc c'est PUBMED. Et n'importe qui peut y accéder, mais pour avoir l'article complet, c'est payant. Et donc, quand on est chercheur, on a parfois accès, parfois non, au texte complet. Mais effectivement, voilà, d'avoir accès à des revues comme ça, c'est mieux, c'est plus accessible. C'est ce qu'on avait fait de mémoire l'an dernier, en fait, à l'occasion de l'Endomarche en mars, en fait, ou c'était mars ou avril. Une synthèse en fait de l'état de la recherche, donc avec une revue qui est dite Cochrane. Donc Cochrane, cette association qui fait les synthèses en fait de l'état de la recherche. Et du coup, participer à Compare, ce sera aussi l'occasion d'avoir des diffusions ou de diffusion de ces informations, à la fois les résultats de Compare et puis des synthèses de la recherche en fait. C'est très intéressant parce que les patientes sont vraiment en demande. Bah justement, une des questions, c'était est-ce que vous suivez les différentes avancées dans le monde concernant l'endométriose? Donc, j'imagine que la réponse est oui. Oui. Voilà. Oui, quand on est chercheur, oui, on est obligé. C'est un outil. Et j'imagine que les associations aussi suivent ça. Et je pense que pour les patients, le livre de Marie-Rose est en tout cas une première approche oui, sur ce qui se passe dans le monde. C'est vulgarisé, c'est du choupi-choupinette, donc accessible à tout le monde. C'est clairement pas du niveau de Marina, même si donc Marina a fait la préface, m'a fait cet honneur. Mais même c'est vulgarisé pour être accessible à vous, à votre cousine, à votre maman, pour comprendre les choses et parce que finalement, il y a aussi une certaine discrimination quand on n'a pas accès à l'information. En fait, moi, je me suis rendu compte que finalement, celles qui avaient une meilleure prise en charge, c'est celles qui ont une formation, que ce soit journaliste, professeur, juriste, où on leur a appris à faire des recherches, à vérifier ses sources, à creuser, à mettre en parallèle différents documents et qui, du coup, comme ça, ont su trouver les informations pour avoir la meilleure prise en charge. Et du coup, finalement, cet accès à l'information crée une discrimination parce que toutes celles qui n'ont pas accès à ces informations-là, finalement, ont un parcours qui est quand même beaucoup moins, enfin une prise en charge qui est quand même beaucoup moins adaptée. Et l'objectif, c'était un peu de remédier à cette différence de prise en charge en donnant une information vulgarisée à l'extrême pour être accessible à tous avec des schémas, des dessins, des choses voilà, compréhensibles. Je pense souvent au film Philadelphia où l'avocat dit tout le temps « Expliquez-moi comme si j'avais 4 ans ». Ben voilà, c'est un peu l'idée. Après, pour ça, il ne faut pas hésiter aussi, si les patients ont des questions plus spécifiques, outre, là on sort de Compare un peu, mais à contacter les associations, on est aussi là pour ça. On ne donnera pas d'informations médicales parce qu'on n'est pas médecin,
Mais on est là aussi pour aider voilà, à comprendre aussi ce qu'on nous dit, parce que souvent on voit qu'elles ont un problème de compréhension par rapport à ce que... Et d'ailleurs, on pourra le voir en posant des questionnaires au niveau de comparse, c'est prévu, au niveau de l'information qu'on leur donne, si elles l'assimilent, comment c'est donné et comment c'est vécu, etc. Il ne faut pas hésiter aussi à aller vers les associations, vers Endo-France pour ça. Tout à fait. Est-ce que du coup, Priscilla, tu as d'autres questions? J'avais une dernière question, oui. Que je voulais notamment poser à Marie-Rose parce que je sais qu'elle avait fait pas mal de recherches là-dessus et qu'elle avait écrit un article là-dessus. Une patiente demande si c'est vrai que certains hommes sont atteints d'endométriose. Oui, alors après, ça, on pourra voir avec Marina aussi. Oui, dans la littérature, on en retrouve et c'est donc un des grands points d'interrogation. Donc, dans la littérature scientifique, on retrouve des cas, c'est quand même des cas particuliers, mais du coup, ça pose beaucoup de questions sur l'origine de l'endométriose, des questions auxquelles on n'a pas encore répondu. Mais c'est vrai que si on réussisse à y répondre, après, je laisse les scientifiques approuver, confirmer ou infirmer, mais ça serait un pas de plus dans la compréhension de l'origine de l'endométriose, qui est quand même le grand mystère. Elle vient d'où cette endométriose? Elle est déclenchée par quoi? Le grand mystère qui certainement nous aidera à mieux la contrôler, mieux la soigner et peut-être même trouver un remède. Sait-on jamais, on croise les doigts. Mais voilà. Marina, Oui, tout à fait. Donc, il y a effectivement une théorie qui pourrait expliquer ces cas chez les hommes, mais il y a dans la littérature une quinzaine de cas chez les hommes qui ont été décrits. Et donc, on pense que ce sont des cellules qui proviennent des canaux de Muller, qui sont ces structures embryonnaires qui constituent les voies génitales de l'embryon avant qu'il soit différencié en garçon ou fille au niveau du fœtus. Et eh bien, on pense que des restes embryonnaires filles chez un garçon pourraient développer des cellules qui plus tard se développeront en lésion d'endométriose et que ça pourrait expliquer ces cas. Et voilà, enfin, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a aucune théorie de développement de l'endométriose qui est vraiment satisfaisante parce qu'aucune théorie n'explique tous les cas et en particulier ces cas chez les hommes ne sont pas expliqués par toutes les théories. Donc, voilà. Ok. Donc, je pense qu'on en est à 1h15, donc on va peut-être dire au revoir à tout le monde et peut-être se dire que pour les autres questions, on pourra y répondre lors d'une prochaine édition d'un webinaire qu'on pourrait faire à la rentrée ou cet automne. Je ne sais pas si vous voyez des choses à rajouter ou si vous avez des questions, vous, de votre côté. On peut découvrir. Si je peux rajouter quelque chose, j'ai la question plusieurs fois, elle n'a rien à voir avec c'est la question de la LD. On n'entend pas bien. Nathalie, est-ce que tu peux essayer en coupant ta caméra peut-être? Parce qu'on n'entend pas bien. Alors, est-ce que ça va mieux là? Beaucoup mieux. Ah, super. Je voulais juste rajouter une petite chose qui n'a pas grand-chose à voir avec le projet, mais parce que j'ai vu la question posée à plusieurs reprises dans le fil des commentaires. C'est sur la question de l'ALD30. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, Endomind a lancé une campagne auprès des décideurs politiques sur ce sujet-là. Et nous sommes actuellement auditionnés par plusieurs députés, sénateurs, et nous avons été reçus à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Donc, c'est une question qui est en tout cas sur la table. On est en train d'y travailler et on croise les doigts, on espère que ça va aboutir, mais en tout cas, l'accueil que l'on a reçu par les interlocuteurs est vraiment très encourageant. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Donc, par ALD, tu veux dire affection longue durée, c'est ça? Et 30, c'est du coup, c'est une catégorie spécifique ou dans les ALD ou... Oui, en fait, il existe en France une liste dans laquelle figurent une trentaine de maladies chroniques qui permettent, c'est une catégorie qui permet de bénéficier d'une prise en charge financière et d'avoir une reconnaissance institutionnelle de la maladie. Voilà, donc l'endométriose a toutes les caractéristiques effectivement d'une maladie chronique et elle est définie comme telle un petit peu partout. Sur tous les sites, en tout cas Amélie, etc., etc. Et pourtant, elle n'est pas dans cette liste. Voilà. Donc, on peut avoir une
une reconnaissance en liste en ALD 31, c'est-à-dire en hors liste. Ça peut se faire sur étude du dossier, bien sûr, mais le fait de l'intégrer à la liste ALD 30 permettrait d'avoir une reconnaissance automatique. Effectivement, les questions sont là pour toutes les patientes, puisque nous, on a lancé une enquête sur 30 000 patientes il y a quelques mois. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler et qu'on travaille, toutes les associations travaillent dessus. Ok, bon, merci beaucoup de votre temps. Et puis, merci. Je vous souhaite merci à tous. À toutes. Merci à l'équipe Compare pour ce gros travail, en tout cas. Et puis, alors je voulais partager peut-être l'adresse pour toutes celles qui nous regardent et qui pour encourager les personnes qui nous ont rejoints mais qui connaissent pas Compare. Alors l'adresse de partage pour vous dire en fait de vous inscrire sur compare.php.fr. Donc l'adresse est là. Si vous voyez mon écran, donc voilà, tout simplement compare.php.fr. Et donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes suivi pour une endométriose ou toute autre maladie chronique, si vous êtes suivi pour une pathologie, une maladie en fait depuis plus de 6 mois. Et si vous avez plus de 18 ans, vous pouvez participer à la recherche médicale sur votre maladie. Et voilà, je vous dis à toutes et à tous au revoir et merci beaucoup à vous pour ce webinaire. Avec plaisir. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci, au revoir. Merci à toute l'équipe. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.